Et si depuis tout petit, on nous avait menti sur le sexe? Toutes ces histoires qu'on nous raconte dans les magazines, les films ou les cours de récréation, et si tout ça était scientifiquement faux? Sur internet, c'est très difficile de trouver des informations qui ne soient pas des conseils remplan-plan et mielleux. On va pas faire ça, on va plutôt débunker la science du sexe et ses idées reçues. Croyez-moi, vous ne ferez plus jamais l'amour comme avant. Pourquoi dit-on que la masturbation rend sourd? Longtemps dans l'histoire, la masturbation était vue comme quelque chose de bénéfique. D'Hippocrate à Caramuel, on conseillait d'expurger l'organisme pour les femmes comme pour les hommes. Il existait même un rituel au cours duquel les pharaons et les paysans égyptiens jouissaient dans le Nil en espérant par là une bonne récolte. Si les religions du livre le déconseillaient, politiquement et socialement, ça n'était pas un sujet. Tout va changer un sombre jour de 1712 avec la parution par John Martin de Onania ou l'odieux péché de la masturbation. Né alors le terme d'onanisme, inspiré de l'histoire biblique d'Onan, un homme qui aurait refusé l'ordre de son père d'enfanter la femme de son frère décédé. Bon, moi ça me paraît plutôt sain d'esprit. John Martin accuse la pratique de provoquer surdité, épilepsie, migraine ou acné. Diagnostic validé plus tard par le célèbre médecin Samuel Auguste Tissot sur la base de pas grand chose. Sinon que tous deux vont se faire un max de thunes en vendant des livres, des crèmes et des consultations. Cette croisade va continuer pendant des siècles. Vous voyez les céréales Kellogg's? Eh bien, à la base, c'était censé être un remède contre la masturbation. Kellogg's était médecin, le genre a préconisé l'application d'acide carbolique sur le clitoris pour calmer l'excitation. Paradoxalement, au 19e siècle, naîtra une médecine qui proposait exactement l'inverse. On pensait les femmes hystériques à cause d'un désir sexuel inassouvi. Pour soulager les crises, on faisait des ordonnances d'orgasme. Le médecin devait alors stimuler à la main le clitoris de ses patientes. Et bizarrement, elle revenait souvent. « Docteur, je suis encore malade, c'est compliqué de guérir de cette maladie, hein ?» Ça pouvait représenter jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires. Les docteurs partout dans le pays commençaient à avoir des tendinites, des crampes aux mains, si bien qu'en 1883, Joseph Mortimer Granville dut inventer le premier vibromasseur. Le nom est sympa, marteau percuteur mécanique à ressort. Je vous cache pas que le dispositif médical a vite été détourné. Bref, si aujourd'hui tout le monde sait que la masturbation ne rend pas sourd, la pratique a encore énormément d'ennemis. Les religions bien sûr, mais aussi les mouvements politiques comme le NoFap qui décrivent la pratique comme une emprise de la mort. Se masturber, ça serait se vider de sa virilité, de son énergie, nous rendant fainéants et réduisant nos performances sportives. Les études semblent montrer au contraire que se masturber baisse le stress et les risques de cancer de la prostate. Le conduit masculin se vide, ça réduit les risques d'inflammation et de stagnation des cellules cancéreuses. Les chercheurs conseillent même de faire ça 21 fois par mois. Le point G n'est pas ce que vous croyez. Le point G, vous en avez forcément déjà entendu parler dans des magazines. Ça serait le bouton magique du plaisir vaginal. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que voulait dire ce G? Eh bien, c'est le nom de son découvreur, l'allemand Hertz Grafenberg. Lui d'ailleurs ne parlait pas de points, mais de tâches, la tâche de Grafenberg. Pour des raisons évidentes, on va garder le terme 2.G, personne ne veut avoir le nom d'un docteur allemand de la Seconde Guerre mondiale entre ses jambes. Le point G donc se trouve ici, une zone rugueuse à 2 phalanges de l'entrée du vagin. Stimulé correctement, beaucoup peuvent le constater, l'orgasme est rapide et puissant. Putain, c'est bon ça! Mais comment ça marche? Il se passe quoi scientifiquement parlant? Pour le savoir, des médecins ont disséqué les points G de 13 femmes à la morgue et rien. La zone n'est pas plus spéciale que le reste autour. En réalité, même en 2020, personne ne sait encore comment ça marche, même si on constate que ça fait jouir. La première théorie, c'est celle d'une stimulation indirecte des glandes de Skin. C'est quoi ce truc? Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais sur une vulve, il y a l'urètre, le vagin, et d'autres petits trous. Les glandes de Bartholin pour la lubrification, et ici, les glandes de Skin. Elles sont capables de produire un liquide étrangement proche du sperme, et c'est normal, puisqu'à l'intérieur, c'est anatomiquement une prostate. Oui, avoir un vagin, c'est aussi avoir une prostate et même être capable d'émettre un éjaculat. La deuxième théorie sur l'origine du point G, c'est que ça serait une stimulation interne du clitoris. Car le clitoris, ça se passe aussi à l'intérieur et on pourrait le toucher depuis les parois vaginales. On le sait, un clitoris, c'est pas un petit bouton rose à l'extérieur. C'est ce truc géant, tout droit sorti de Pokémon.
Si c'est la première fois que vous voyez une telle image, c'est normal. Il a fallu attendre 1998 pour avoir cette représentation complète et exacte du clitoris. 30 ans après avoir marché sur la Lune. Avec ça, il faut comprendre un truc qui va vous casser le cerveau. À droite, c'est un pénis, à gauche, c'est un clitoris. C'est pas si éloigné. Biologiquement, un pénis, on pourrait dire que c'est un clitoris hypertrophié. Quand on est bébé, on part tous de la même base et des mutations peuvent donner à ton pénis l'apparence d'un vagin ou à ton clitoris l'apparence d'un pénis. Chez les hyènes, ça va même encore plus loin, elles ont un clitoris érectile plus gros que l'engin du mâle. Ça suffit, je vais te démonter. Avec cette idée d'un point G uniquement clitoridien, on a voulu briser l'idée freudienne qu'il existait deux types d'orgasmes. Celui pour les gamines et celui pour les vraies femmes. C'est pas moi qui le dis. Évidemment, c'est faux. Enfin, cette histoire de hiérarchisation des deux orgasmes. Parce que la science, elle, n'a pas totalement exclu le fait qu'il puisse exister plusieurs types d'orgasmes. Ça a été mis en exergue par deux femmes sexologues qui ajoutent au point G les points A, O, P, U, K. Le bordel. Des zones sensibles, parfois érectiles, qui permettraient un plaisir profond. Si on en croit les témoignages, effectivement, ça marche. A contrario, plein de personnes témoignent n'avoir aucun point. Stimuler un soi-disant point G ne leur donnerait aucune sensation, sinon de l'inconfort. Une différence entre les personnes qui, selon une étude, existe même entre les jumelles monozygotes. Même avec un corps quasi identique, on ne jouit pas pareil. Si on est autant ignorant sur le sujet, c'est qu'on manque cruellement d'études. Pour illustrer ça, dites-vous que ce n'est qu'en 2019 qu'une étude viendra clore un vieux débat. Le clitoris a-t-il un avantage évolutionniste dans la reproduction des espèces ? Ou n'est-ce qu'un organe vestigial, un pénis mal formé qui ne sert à rien et disparaîtra avec l'évolution? Ben non, le clitoris a un rôle essentiel chez l'humain comme chez les animaux. Vraiment, en écrivant cette partie, avec le peu de sources qu'il y avait, j'ai eu l'impression qu'on s'y connaissait mieux en particules élémentaires qu'en plaisir vaginal. L'ananas change-t-il le goût ? Vous avez forcément vu passer des articles ou des TikTok qui faisaient un lien entre alimentation et fluide corporel. Il existerait des aliments qui rendraient ça délicieux et d'autres qui rendraient ça infâme. Et croyez-moi, j'aurais aimé ne jamais voir des gens tester ça sur YouTube. Cette idée est loin d'être nouvelle. 300 ans avant Jésus-Christ, Aristote disait de la semence qu'elle était un résidu de la nourriture. Pour d'autres, ça devenait même un repas sacré, comme dans la secte chrétienne des Borborites ou certaines tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, est-ce que c'est vrai ? La plupart des articles se basent sur le fait qu'effectivement, la nourriture peut changer le goût et l'odeur de plein de choses. La sueur, l'urine ou le lait maternel, il suffit de manger des asperges, des épices ou de l'alcool pour s'en rendre compte. Seulement, selon le docteur Gérard Tixier, le sperme comme le sang sont des substances très protégées dans l'organisme. Heureusement, parce que sinon les spermatozoïdes très fragiles mourraient dans l'œuf. Ce qui est vrai par contre, c'est que la semence contient du fructose, du sucre de fruits. Mais c'est le corps humain qui le produit et c'est pas pour vous, c'est pour donner de l'énergie aux spermatozoïdes. Hey, y a des mecs payés pour faire ce dessin? C'est assez drôle de voir sur internet la déferlante de gens qui voient dans ce fluide un produit miraculeux. Un peu comme ont pu le penser nos anciens. Sur YouTube, vous trouvez des recettes de mojito, des garnitures de crêpes ou carrément des livres de cuisine qui vantent l'extase gustative que ça serait. Nice. D'autres l'utilisent comme crème de beauté, c'est le cas de la chanteuse Cardi B qui en a vanté les mérites sur Twitter. Des youtubeurs ont même eu l'idée d'en faire des vidéos de démonstration pour soigner leur acné, et non, je vais pas vous le montrer. C'est devenu un business tellement juteux qu'on trouve des cosmétiques brevetés à la spermine, la protéine responsable de la couleur et de l'odeur. Elle serait 30 fois plus efficace que la vitamine E, rajeunissant votre peau. Et ça pourrait presque être vrai. Mais ça sert à rien de vous en badigeonner car il faudrait pouvoir l'injecter au niveau cellulaire. La spermine, en fait, le nom est mal choisi, c'est un truc que vous avez dans toutes vos cellules et ça vous sert à stabiliser votre ADN. Certes, l'idée de vous mettre ça où vous voulez, ça fait de mal à personne. Mais en plus des maladies sexuellement transmissibles, une personne sur 40 000 a une allergie à cette substance. Ça brûle, ça fait des plaques, quand d'autres carrément peuvent faire des chocs allergiques mortels. La taille des mains est-elle proportionnelle à celle du pénis ? Vous avez forcément entendu parler de ça quelque part,
regarder la taille des mains et des pieds permettrait de savoir ce qui se cache dans la culotte de votre crush. Et si je vous disais que cette rumeur a une histoire? Tout commence avec une étude canadienne de 1993 qui relève une infime corrélation avec la taille du pied. Sans le savoir, les chercheurs venaient de lancer une machine qui ne s'arrêterait plus jamais. 1999, étude coréenne. 2001, étude italienne. 2002, étude anglaise. Tous les pays souhaitent trouver leur corrélation entre taille du pénis et tout et n'importe quoi. En 2015, les chercheurs ont voulu mettre ça au clair et, conclusion, toutes les corrélations entre les dimensions péniennes et les paramètres somatométriques étaient soit incohérents, soit faibles. Autrement dit, c'est bidon. Dans le même genre, il existe un mythe selon lequel les populations africaines ont des pénis plus longs. Alors, on sait tous que c'est une idée reçue, mais ce qu'on sait moins, c'est à quel point cette histoire est sombre. Les statues de la Grèce antique sont connues pour en avoir des toutes petites. Les Grecs, en effet, associaient ça à l'intelligence et la modération. A contrario, pour illustrer la sauvagerie, la bêtise et la monstruosité, on mettait des pénis surdimensionnés. Cette idée ne s'est jamais vraiment éteinte. Et pendant la traite des Noirs, c'était une façon d'isoler et d'inférioriser. Aujourd'hui encore, toutes les cartes que vous voyez sur internet avec les différences de taille, c'est non seulement bidon, mais c'est réalisé par des pseudo-scientifiques ouvertement racistes. C'est pourtant encore relayé dans la presse et évidemment sur les groupes Facebook de tes tontons. En réalité, aucune étude à grande échelle n'a jamais été faite. Les quelques études locales tentent à montrer qu'entre l'Amérique, l'Europe et l'Afrique, il n'y a pas de grande différence dans la moyenne des individus. Et c'est le cas même entre les acteurs blancs ou noirs, on peut tous avoir la Big Dick Energy. Désolé pour l'expression claquée, hein, c'est les Inrocks. Et pour finir, 6 idées reçues en vrac. 1. On ne peut pas tomber enceinte pendant les règles. C'est faux. Le sperme peut rester plusieurs jours à l'intérieur en attendant une période plus féconde. 2. L'amour peut faire mal au bébé quand notre partenaire est enceinte. C'est faux. Le bébé est protégé derrière un solide bouchon muqueux et une épaisse paroi musculaire. 3. Le sport de chambre. Ça marche pas. On ne brûle que 80 à 150 calories par rapport. Go, allez à la salle et arrêtez de se trouver des excuses. 4. Faire l'amour en étant vieux est dangereux. Alors, c'est vrai qu'on peut mourir de plaisir, on appelle ça l'épectase. C'est même arrivé à un président de la République, Félix Faure, en France. Sauf que les chercheurs ont montré que les avantages, par exemple sur le cœur, ça dépasse très largement les risques. 5. La pilule contraceptive fait grossir. Il y a eu une 50aine d'études sur le sujet et rien de concluant. Par contre, on a observé des changements sur la forme du corps. Les gains musculaires sont 40% plus faibles, il y a un peu plus de rétention d'eau et la graisse va se stocker différemment. Sur la balance, c'est la même chose, mais visuellement, ça peut faire un peu la différence. 6. L'hymen est un signe de virginité. C'est faux. On peut naître sans hymen, on peut le perdre très tôt, rien qu'en faisant du vélo, et pour d'autres personnes, l'hymen est tellement élastique qu'il reste intact même après pénétration. Et non, ne pas faire l'amour pendant longtemps ne fait pas repousser un hymen déchiré. Voilà, j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions, à toutes les idées reçues que vous aviez. Ce qui est terrible, c'est que quelques années auparavant, cette vidéo aurait été très différente. Et pour cause, beaucoup d'études sont récentes. On manque cruellement d'informations fiables sur la sexualité. Faire cette vidéo a été un calvaire, on a dû lire des centaines d'articles pleins de bons sentiments mielleux, mais très peu de faits solides. Qui plus est, on le sait, la vidéo sera démonétisée. C'est la règle de YouTube. On a quand même voulu faire cette vidéo à perte, parce que le sujet méritait d'être traité, étant plus intéressant qu'on ne le pense. Un bon moyen de nous remercier donc, c'est de liker, de vous abonner, de me rejoindre sur les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook et Instagram. Mettez-nous bien, hein, tranquillou bilou. Merci à Raph, Matart et Vulgarmet de Science Trash, ainsi que tous les monteurs. Allez les amis, ciao!